dit de vous recommander à 16 heures France Culture, une émission sur le nôtre. Et Jacques Coulon parle tout à l'heure. Donc, soyez branchés, France Culture, 16 heures. Jacques Coulon, parce qu'on a fait l'école ensemble. Et 68, j'ai 20 ans. Je découvre, je quitte l'Ariège, un beau pays, 5e génération de pépiniéristes. Et me voilà en train de découvrir Paris et les écoles. Et il me semble que j'ai profité de l'école pour, autant en rencontrant des gens que le contenu de l'école. Dans cette rencontre, je pense que je dois beaucoup à tous ces gens qui m'ont aidé à être et peut-être à vous montrer, surtout aux étudiants, ce que je crois. Cette image, elle s'appelle, c'est Sophie Antipolis, et je pense que notre métier, outre gérer l'espace, c'est de mettre de l'ordre, c'est de donner du sens aux situations que nous avons. Et là-dessus, je trouve que ce projet a 10-15 ans, vous verrez sa genèse, et on a joué le jeu. C'est-à-dire que les architectes partagent des valeurs, partagent un espace commun. Et ce projet, on m'avait donné une ZAC de 100 hectares. J'ai pensé que 50 hectares, il fallait les garder pour demain. Et c'est quoi garder pour demain? C'est trouver un mode de gestion pour que, quand on sera un peu plus intelligent, peut-être un peu plus généreux, on puisse transformer ce golfe en autre chose. Et ce golfe, aujourd'hui, il reste public, il reste municipal, il est au service d'un projet, et c'est un mode d'attente d'une gestion territoriale. Le début de notre vie professionnelle, on doit montrer que l'on sait être maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est quoi? C'est prendre un programme et essayer de le façonner pour qu'il s'installe dans le temps long. Et donc ça, c'est un bassin écrêteur de crues. Là, vous avez le quai pour décharger le produit des coupes. Ici, c'est une école. Il n'y a rien à dire. Là, c'est le faux 1%. C'est-à-dire, ça a coûté 35 000 euros. Ça a permis aux entrepreneurs d'être fiers de leur histoire, puisque l'entrepreneur, un maçon, un jardinier, vous êtes pour lui un certain idéal. C'est vous qui allez lui permettre de se dépasser et de devenir, lui aussi, un homme de l'art. Donc il me semble que des objets comme ça, outre l'amusement que représente un lézard de 35 mètres, c'est permettre aux maçons, ça a coûté 35 000 francs à l'époque. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'émotion qui a été partagée. On a travaillé en 88, Alexandre Chemetov était conseil de la ville de Marseille. C'est quoi aujourd'hui redonner un espoir aux cités HLM, au Picon-Busserine? Donc ce projet aujourd'hui nous a permis de donner à Picon un peu d'espoir. Malheureusement, sur Marseille, quartier nord, les projets ne durent pas. Notre légitimité, elle est dans le temps du chantier. Et je crois que ça, c'est un problème énorme dans notre métier. Je crois que l'avenir de notre métier, il est dans le temps long. Si nous avons 9 ans pour travailler sur ce projet, nous serons pertinents pendant 9 ans. Je pense que l'Union nationale des entrepreneurs de paysage, puisque dans ma famille, j'ai un frère qui a fait l'agro et qui est aujourd'hui gestionnaire d'une entreprise, il me dit je ne rencontre plus vos métiers, les paysagistes. Vous n'êtes plus présents pour surveiller nos chantiers. Donc qu'est-ce que veut dire bien travailler quand personne n'est capable de dire ce que c'est le bien dans le travail? Une solution pourrait être de travailler dans le temps long. S'il avait un contrat de 9 ans, cet entrepreneur se responsabiliserait sur le chantier. Il permettrait aux services municipaux qui vont travailler là-dedans de venir nous dire « mais que vais-je faire pour l'aménagement de ça ?» Et cette pelouse serait entretenue par les services municipaux sous l'autorité de l'équipe entreprise paysagiste. Moi, je crois que l'avenir de cette profession, elle n'est pas dans le temps, dans l'instant.
Parce que dans l'instant, des bureaux d'études comme Aegis, Artelia et tout ça sont bien plus armés que nous pour répondre dans l'instant. Mais dans le temps long, les entreprises ne sont pas armées, puisque c'est du travail d'artisans. Et que sommes-nous? On est des artisans, même quand on est 10, 20, à côté des grandes boîtes de structures qui monopolisent à peu près les bons marchés qu'il y a sur l'art des jardins. Aujourd'hui, il me semble que le temps long doit être une donnée de notre... Là, on change de gabarit et le paysagiste va répondre quand une œuvre de Candilis à Marseille, La Viste, avec des moments différents. Je crois qu'on sait manipuler le végétal, on sait manipuler le béton, et là, c'est des murs qui font 6 mètres de haut, qui sont en béton préfabriqué, qui nous parlent, qui ont une belle histoire, et cette histoire, elle a été respectée, puisque c'est un embellissement que l'on vient mettre dans une cité. Candilis nous a laissé une œuvre ouverte, et on peut travailler derrière et continuer son boulot. Voilà une œuvre un peu moins ambitieuse, c'est Cannes, HLM, et la question qui était posée, c'était que vais-je faire de mes motos? Et peut-être que les cabines de bain à Cannes sont amusantes, les entrées sont un peu situées, et ça a bien marché, ce truc. Je suis passé dans les années 80, quitter Paris, quitter tout ça, et je me suis installé à Sofia, à Valbonne. À Valbonne, quand vous descendez dans la province, vous n'avez plus l'aura de Paris pour vous protéger. On ne vous demande pas ce que vous savez faire. On vous dit qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Et que dans la commune de Valbonne, il fallait faire les délibérations du conseil municipal en urbanisme. Ben, j'ai appris à faire ça. Il faut aller chercher du financement auprès du ministère de la Culture. J'ai aussi appris ça. Donc, avec cette autorité que permet de faire en sorte que le projet n'est pas l'apanage d'un questionnement, c'est on le construit de A à Z. Me voilà en train de travailler sur le vide de Vence. Vence historique, au 19e, on se développe, et à un moment donné, on a de l'eau importante, et l'eau fait une cressonnière, et cet emplacement, c'est une cressonnière réadaptée. Il y a le temps du jardinage, on occupe tout l'espace avec les arbres. Il y a le temps de la voiture se met sous les arbres, et il y a le temps de la mise à distance, et c'est cette image que j'ai essayé d'installer. Le concours a été gagné, et un mois après, le maire me dit « je doute ». Et de quoi, monsieur le maire, vous doutez? Eh bien, de vide. Mais pourquoi vous doutez de ça? Parce qu'il y a un bureau d'études qui a perdu et qui est venu me voir, et il m'a dit que si on avait des pergolas, des jeux d'enfants, politiquement, ça serait plus correct. Je lui ai dit, attends, c'est qui ce concurrent qui, aujourd'hui, vient contester le concours? Eh bien, je me dis, mais quand même, j'en ai parlé avec ma femme, et du coup, aujourd'hui, elle pense que c'est mieux. Donc, je demande à l'architecte des bâtiments de France, qui présidait le jury, mais c'est quoi ce plan? Ah, il me dit, je pense qu'il y a un doute, donc il faut y aller, et on va refaire concours. Refaire concours, c'est quoi? Ben, c'est défendre des projets. Ah ben là, vous avez chaud, oui, quand même. Vous êtes lauréat et on vous demande de recommencer parce que la confiance n'est plus. Et alors, c'est passé à une voix. Un gars qui a dit, ben, d'un côté, il y a l'auberge espagnole, il y a tout ce que vous voulez, monsieur le maire. De l'autre côté, il y a un projet courageux. Et aujourd'hui, ce projet courageux, c'est ça qu'il faut soutenir. Donc, vocabulaire très simple, du stabilisé, une occupation du sol, des trottoirs de 8 mètres de large, et du coup, c'est assez simple. Dessous, il y a un parking. Quelques détails assez sympas, quand même. Un arbre qui existe, ça respire. 4 sur 3, donc c'est bien. 2 mètres le banc, dont ce détail avait été apprécié. Et voilà la mise en scène du paysage que l'on peut. C'est-à-dire, ce baou de Vence vient avec nous et il fait partie du projet. Donc c'est bien une valeur de l'art des jardins.
savoir capter les énergies qui sont contenues dans la périphérie, les amener à soi et faire projet avec cet élément de composition que représente cet héritage de la nature. Dans ce cas, c'est le Baou de Saint-Janet, de Vence. Alors, les municipalités changent. Le maire de Vence a quelque ennui, un nouveau maire arrive, un nouveau concours, et il faut casser ça. Alors, comme il y a de nouveau les élections, c'est pas encore perdu, peut-être ça ne sera pas cassé. Mais bon, la confrérie des paysagistes aujourd'hui fait des affaires, c'est-à-dire il y a un concours, on y va, ce lieu va bien, ce lieu reçoit la fête, hein, parce que c'est bien ça, la fête du Sud, elle est possible à cet endroit que parce qu'il y a eu du vide. Et donc on ferme la place, et 2 fois à l'été, 2 fois le samedi et le dimanche, non, le vendredi et le samedi, il y a fête, et il y a 10 000 personnes, donc c'est une des plus belles fêtes festives de la Côte d'Azur. Et je crois que s'il y avait eu les pergolas et les jeux d'enfants au milieu, la place aurait perdu son sens. Me voilà à Valbonne. 80, je décide de venir, j'habite dans le village, j'ai un local dans le village, et le maire me demande, c'est quoi aujourd'hui aménager ce village? Eh bien, c'est greffer sur ce village les équipements que le village n'a pas. Et nettoyer tous les bords du village pour que le village soit. Donc là, mon job, ça a été de greffer sur le village ancien un endroit de vide toujours, hein, ces fameux vides que je prétends, 50% du territoire est construit pour demain, et moi je vais mettre en scène la mairie, un équipement pour les personnes âgées avec des ascenseurs pour qu'ils puissent grimper parce que dans le village tout va mal, un parking, des bagnoles, et je crois qu'à un moment donné, 5 architectes sont venus travailler là. J'avais le soutien de l'ABF pour permettre à l'architecte de venir rentrer dans une logique de projet commun. Moi, je traite les espaces publics et les architectes vont traiter ça. Monsieur Ricciotti, à l'époque, était jeune architecte, est venu pour la tour 5 et Monsieur Ricciotti était trop moderne, n'avait pas compris encore ce que voulait être juste à Valbonne. Salomon avait fait l'école. Donc, je suis rentré dans une logique sur la Côte d'Azur de paysagiste qui sait dialoguer avec les architectes. Et j'ai poussé le trait jusqu'à créer une boîte d'architecture avec 2 employés qui avaient 48%, 24%. Moi, j'en avais 48%, puisque je ne suis pas architecte, je n'ai pas le droit. Et j'ai fait 2 concours. Ces 2 concours, je les ai gagnés. Donc, je me suis dit, j'arrête, parce que je préfère faire du paysage. Mais les architectes savent que je suis allé vers eux. Je pense que pour être paysagiste, il faut savoir respecter l'architecte dans sa logique, il faut savoir respecter l'écologue dans sa logique, de façon à ce que le dialogue ne soit pas de l'apprentissage ou de l'autorité de l'un sur l'autre, mais qu'on puisse parler d'égal à égal. Et à partir de là, on construit. Alors, pour pouvoir construire cette figure, il a fallu retrouver la logique de cette figure. Donc j'ai refait une maquette pour savoir pourquoi au XVIe siècle les évêques de Grasse avaient installé le projet là. C'est un modèle qui s'est développé à Valoris, qui s'est développé à Mouans et qui s'est développé à Valbonne. Ça, c'est facile à comprendre. Trois formes aussi orthonormées que ça. Et il n'y avait qu'une évidence, c'était celle-là. Il y avait la chapelle dans un coin qui donnait aussi sur la colline. Et du coup, le projet de parking vient aussi rayonner sur la colline. Et donc, du coup, quand on est à Valbonne, on partage cette colline. C'est la localisation de la rue principale avec sa place. Et je crois que cette logique aujourd'hui fait projet, puisqu'elle permet de prendre les directions, de prendre les relations dans des directions différentes. Le voilà aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est assez sage pour que ce vide, on puisse l'occuper? Évidemment que non.
On est envahi par la voiture, on est envahi par des besoins, et à un moment donné, c'est le règne de la voiture que de faire ça. Mais je suis sûr que dans un prochain temps, on aura trouvé à la voiture sa juste place, et ce parc, ce 4 hectares de parc, va retrouver sa juste place, parce que le village en a besoin, il est tellement dense qu'à un moment donné, le parking, bon, il est paysager, mais voilà la relation avec le village. Le village, c'est son clocher, la mairie, et tout d'un coup, cet équipement, là aussi pour les commerces, j'ai voulu ne pas être tagué dans le village, puisque j'étais à côté du notaire et de l'épicier. Et ne pas être tagué, c'est donner du respect aux gens. Et monsieur l'épicier, je vous propose de venir là. Monsieur le boucher, je vous propose de venir là. Monsieur le boulanger, je vous propose de venir dans cet endroit. Donc tous ont joué le jeu. C'est-à-dire on a récupéré public le local dans le village et on a permis au village. Alors le boucher, ils étaient deux frères, l'un est venu en haut, l'autre est venu en bas. Évidemment, c'est ceux qui sont devant le parking qui gagnent. Et à un moment donné, ça s'est très très bien passé. Mais je crois qu'à un moment donné, travailler avec les commerçants, c'est la pire des choses. Parce que vous les enrichissez à temps moyen, et dans un premier temps, ils ont l'impression que vous leur faites la peau. Et donc, je crois qu'il faut rentrer dans la méditerranéité pour pouvoir négocier ça. Ça, c'est Vitrolles avant le Front National, quand même. C'est-à-dire, c'est quoi l'usure du temps? C'est quoi, aujourd'hui, être gavé par les taxes professionnelles? Ça vous permet de ne plus avoir de mesures. Et quand vous n'avez plus de mesures, aujourd'hui, vous abandonnez les choses. Voilà un village qui est abandonné. Alors on a beau traiter à l'intérieur de ça et de s'amuser à des détails relativement raffinés pour pouvoir prendre les queues d'aronde. Pourquoi ne pas couper les dalles en chapeau d'évêque, comme j'ai appelé, les entrepreneurs se régalent à respecter. Je pense que les entrepreneurs, j'ai un rapport assez agréable avec eux. J'ai commencé avec Tarvel de Lyon, le Vrat, parce que les entrepreneurs des Alpes-Maritimes étaient habitués à faire des jardins privés, dont on gagne beaucoup d'argent. Ceux de Marseille étaient dans les affaires, n'étaient pas dans le projet. Il a fallu chercher des entrepreneurs à Lyon pour faire des projets dans les Alpes-Maritimes et dans Marseille. Je crois que j'ai dénoncé à un moment donné sur Miramas une entente d'entreprise. Les entrepreneurs ont eu 6 mois d'arrêt de marché public quand même, puisque l'entente a été prouvée. Un marché de 4 millions à l'époque, ils étaient entendus à 7 millions. Ça veut dire qu'ils sont allés, les inspections des fraudes, les inspecteurs des fraudes dans les agences, ils ont ouvert les cahiers, ils ont dit s'installer à 7 millions, c'est lui qui l'avait. Donc du coup, pendant 6 mois, ils ont eu interdiction de marché. Mais après, ils m'ont fait la peau. Hein. C'est normal. Le maire de Marseille me dit, voilà, on est content de vous avoir donné ça. Par contre, pour la surveillance des travaux, ça ne sera pas vous. Je dis, attendez, c'est quoi le plan? Ben oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, l'entreprise ne veut pas que vous les surveillez. Et alors, c'est quoi? Eh bien, c'est nous, le service, qu'on va surveiller. Ah, ben alors, si c'est le service, qu'est-ce que c'est bien. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, à la direction départementale de l'équipement à l'époque, qui finançait ça. Je lui ai dit, est-ce que vous me suivez? Il me dit non. Ben, je lui dis, ok, j'arrête de travailler à Marseille. On passe sur Sophie Antipolis. Donc j'ai 25 ans, je travaille et on me dit, voilà, il y a un truc dans le Midi, au CNERP, là, Centre d'études de recherche paysage, il y a un truc dans le Midi, il faut y aller. Ah ben je lui dis, c'est bien. Et c'est quoi? Ben on ne sait pas. Donc la notion d'on ne sait pas, c'est... Ben, c'est nous, il y avait Georges de Mouchy, il y avait Yves Lugimbul à l'époque. On a dit des choses très simples. On a dit, les collines, ça appartient à tout le monde, il ne faut pas y toucher, c'est un bien commun. Les vallons, il ne faut pas y toucher, c'est un bien commun. Et alors, c'est où qu'on va construire? Ben, on va construire soit au sud, où il y a des terrasses,
soit on va faire des formes paysagères. Et ces formes paysagères, aujourd'hui, elles vont essayer de mettre de l'ordre à l'intérieur de clairières, à l'intérieur desquelles on va dialoguer. Et je trouve que ces clairières, aujourd'hui, c'est l'image qu'on a vue, on passe par des mises en œuvre de dessins, c'est des croquis du bas, et on essaie de faire dialoguer des formes pour retrouver ce qui est le plus noble quand on est en pente, c'est l'horizontal. L'horizontal et la courbe. La courbe fait symboliquement 1 kilomètre, parce que le nommé Jacques Simon m'avait provoqué un peu à la sortie des écoles. Il me dit: combien tu as de projets qui font 1 kilomètre? J'ai dit: j'en ai 3. Ah, il m'a dit: ça va, alors tu es un paysagiste. Donc, ça veut dire quoi être paysagiste? Ça veut dire de pouvoir s'inscrire assez important dans le temps qui dure. Et le temps qui dure, une route comme ça y est, elle y est pour le temps. Et du coup, à partir de cette route, c'est le dialogue qui va exister entre les lignes de composition avec les horizontales, et c'est là qu'on commence à faire du projet de paysage. C'est comment on inscrit les choses dans le temps de façon à ce que chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Voilà aujourd'hui. Et ça, c'est quoi? Voilà. Alors, il y a du travail à faire puisque les bâtiments, ce n'est pas nous qui les organisons. Entre-temps, Sophia Antipolis, le maire de Biot, a dit c'est les palmiers qui vont bien. Jamais j'aurais imaginé des palmiers à cet endroit. Par contre, ce temps creux, ce creux géré comme ça fait quand même rêver. On est dans la Côte d'Azur, dans la plus belle expression, et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est un projet public. Et ça, je crois que c'est une présentation assez sympa que certains qui ont envie de jouer au golf payent assez bien pour pouvoir entretenir ce lieu. Le même espace, 30 hectares, je l'ai en parc public en bas de Sophia Antipolis, jamais personne n'y met un sou. C'est un endroit grave. Donc aujourd'hui, quand une société ne sait pas entretenir 30 hectares en espace public et sait l'entretenir en 30 hectares en golf, moi je n'hésite pas, puisqu'aujourd'hui, on regarde ça et on n'est pas dans l'ennui, tandis que quand on regarde le parc des Bouillides, on est dans la tristesse en disant: mais pourquoi cet espace devant? Le paillon, il s'appelle Jacques de Saint-Saëns, il est au CT, CETE, et il dit peut-être que l'inondabilité, il ne faut pas laisser les ingénieurs le traiter, peut-être que c'est des métiers du paysage qui peuvent traiter ça. Alors ça, c'est intéressant, puis il y a une petite consultation, on la gagne, et on se dit, on a de la responsabilité par rapport au phénomène d'inondabilité. On sait que le paillon sort sur la mer Méditerranée, au jardin que Pénat vous présentera dans 2 mois. Et c'est quoi le paillon? C'est ça. C'est tout un réseau de trucs qui vient se mettre dans un goulet. Pourquoi ce goulet? Parce que l'eau n'a pas toujours été à la même hauteur, on verra. Avant, la mer était plus haute, et du coup, il y avait des plages. Aujourd'hui, la mer descend, et tout d'un coup, le paillon creuse un endroit à l'intérieur de ça. Alors du coup, ce creusement m'a intrigué quand même. Cette image, elle intrigue. Donc du coup, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand la mer était un peu plus haute, on comprend où était le resserrement. On le voit dans cette partie, là-haut. Et alors, du coup, on est allé dessiner le dessous de la mer pour essayer de voir où le paillon avait creusé. Et on voit le canyon en bas, sous l'eau, et le canyon correspond à un mouvement qui venait s'appuyer sur la colline, on appelle ça la colline Saint-Philippe. Donc, à un moment donné, le paillon, là, notre job de paysagiste, c'est d'essayer de faire comprendre à l'autre les évidences du territoire. Puisqu'à partir de là, on peut comprendre. L'avenue Jean Médecin est installé dans la partie plane de l'ancien cours du fleuve. Après, il est allé tirer directement sur la mer, où il y a le port. Et aujourd'hui, il vient, dans le resserrement, se contourner et venir. Donc là, on rend évident les 3 installations du paillon.
Le revoilà aujourd'hui, il est endigué, et là on se dit, mais quelle a été la place qu'il avait à l'époque, et quelle est la place qu'on lui a donnée aujourd'hui? Je vous dis les chiffres, on a repris le cadastre napoléonien, on a superposé avec le cadastre d'aujourd'hui, il avait 3000 hectares en 1840, il a 1500 hectares aujourd'hui. Donc on a volé, entre parenthèses, 1500 hectares, la moitié là-dedans. Un lit, on y est bien à 2, tout, si on n'est que 2 sur 1, un demi-lit. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce que c'est cette société qui n'assume plus le bassin versant qui fait. Alors, à partir de là, on commence à rentrer en autorité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ce paillon? Mais on va s'en servir pour faire des parkings, on va déverser de la merde à l'intérieur de ça. On va aujourd'hui avoir des mousses. Donc vraiment, alors là, la ville de Nice, c'est un peu plus d'urbanité. Il y a des ingénieurs des ponts qui sont là. Tout d'un coup, on va inventer ces fameux sucres-là, qu'on remplace tout le temps, et qui viennent renforcer le bas à l'endroit où ça creuse. Ça, c'est pas si mal que ça marche assez bien. Mais là, ça ne marche pas, puisqu'on creuse. Alors, on a calculé combien de gravier on avait emprunté au fleuve. On a emprunté 400 années de gravier. Si on veut que le fleuve retrouve son équilibre, nous avons 400 ans d'apport. Alors on ne peut pas attendre, parce qu'attendre 400 ans, ça veut dire quoi? Donc on invente des projets qui s'appellent des seuils. On va dire fleuve, on va t'inventer un lit artificiel, on va le monter. Et du coup, le fleuve, qu'est-ce qu'il veut? Le retrouver, le vrai. Donc il va s'enfoncer encore plus. Mais si tu t'enfonces, tu vas nous casser les ponts. Et donc, du coup, on est dans une galère noire, puisqu'on a emprunté 400 ans d'apport naturel, et à partir de là, on ne peut pas. L'urbanisation est immense, donc on a tout construit dans le bassin versant, et à partir de là, on se dit, mais l'histoire, quelle était-elle? Ça, c'est un pont du 15e, je crois, impeccable. Aujourd'hui, le rapport était là, le pont, le fleuve, avait son gabarit. Aujourd'hui, parce qu'on l'a couvert, on a diminué de moitié ce gabarit. Dont ce cher Michel Pénat, je lui ai dit, aujourd'hui tu as construit sur un jardin de 35 millions d'euros sur le fleuve. Est-ce que ce fleuve, aujourd'hui, tu es sûr qu'il a une légitimité? On va en parler. Voilà une histoire d'hier, voilà une histoire d'aujourd'hui, voilà l'histoire de la liberté du fleuve, voilà l'histoire de la prison que l'on a inventée au fleuve. Là, c'est toute l'histoire de la couverture du paillon, l'obsession. Ça commence en 1531 avec un pont. On commence à cacher ça en 1868. Après, on continue et on n'arrête pas. C'est-à-dire que cet interdit, au lieu d'en faire un élément de valorisation, on en fait un élément de contrainte. Et alors, on a des images comme ça, des parkings qui sont au-dessus du fleuve. Et là, on sent bien que le fleuve, il ne va pas passer. Alors voilà les cartes napoléoniennes, où on a marqué en bleu ce qu'était le lit du fleuve avant, et aujourd'hui, on a marqué en hachure ce qu'on a pris. Voilà le lit d'avant, et voilà le lit d'aujourd'hui. Vous voyez quand même, on est grave hein, quand même. Voilà toute l'urbanisation qu'il y a dans l'ancien lit. Et vous voyez qu'en partie haute, il y a de l'habitation. Alors habitation, c'est quand même des gens qui vivent, qui dorment. Alors voilà les zones agricoles qui sont des serres, qui évidemment vont être inondées, qui évidemment vont demander des assurances collectives là-dedans, et plus aucun assureur ne veut assurer ces produits. J'ai fait la même étude à Cahors, et aujourd'hui, c'est des assureurs japonais qui assurent les marchands automobiles de Cahors, parce qu'ils installent toutes les voitures là, et chaque fois qu'il y a une inondation, il y a à peu près 100 voitures qui sont vendues,
Et le gars, il a fait le chiffre d'affaires de l'année. Donc, en gros, ça va bien. Et donc, puisque c'est dégâts naturels, et je pense que là, ça continue. Alors, le militant que je suis, je prends mon bâton, je vais voir les élus. Je leur dis, mais invitez-moi auprès de la commission d'urbanisme pour essayer de vous sensibiliser. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à sensibiliser nos élus parce qu'ils disent nous seuls, on est fauchés, on ne sait pas, et donc on ne sait pas. Donc ça, cette étude, il a une dizaine d'années, 12 ans peut-être, rien n'a bougé. Alors, j'adore les cartes géologiques, hein, j'adore des coupes comme ça. Il y en avait 12 sur le chantier. Notre géologue Mangan me dit ça serait bien de vider la nappe phréatique, c'est-à-dire d'enlever l'eau qui est piégée par l'histoire de la géologie. Donc, dans la grande courbe, c'est là qu'est le calcaire, hein, c'est là qu'est l'eau. Aujourd'hui, si en face Pinella, on descend dans le bleu avec les hachures calcaires, cette eau, on peut la sortir et du coup, le milieu sera plus absorbant. Elle est piégée depuis la nuit des temps, elle est très sulfatée, donc elle est impropre à l'homme, mais elle est bien pour pouvoir irriguer ce fameux paillon. Donc je me suis dit, puisqu'il faut augmenter la perméabilité de la roche, essayons d'enlever cette eau et essayons d'irriguer le paillon. Alors, à partir de là, on va chercher où c'est que l'on peut faire jardin, puisque c'est des zones inondables. C'est là qu'on sait qu'à telle année ça a été inondé, à telle année ça a été inondé, tout ça. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, à cette époque-là, Jacques de Saint-Seine nous disait qu'au plan de Peille, ça inonde à 380 mètres cubes secondes, etc. Ça, c'est tous les dégâts qui ont pu avoir au cours de l'histoire là-dedans, et on s'aperçoit que à Drape, je ne sais pas où c'est écrit, mais il y a un village entier qui a été viré par le paillon, dont le village était écrit en bas, tout a été nettoyé. À Nice, il y a eu des noyés. Donc, à un moment donné, tout ce paillon, dans l'histoire des 500 ans, a tué 1000 fois. Donc, en gros, on ne sait pas. Alors, on se dit, mais peut-être que le bassin versant est devenu une grande éponge et que l'eau va rester là-haut. Ça, c'est possible. Mais on dit, mais il ne faut pas que ça brûle. Parce que si ça brûle, on est un peu foutu. Alors on se dit, est-ce que dans une période de 1873 à 83, 10 ans, est-ce que les endroits où il y a eu de 1 à 5 feux, ah ben, en gros tout a déjà brûlé. Donc on est sûr que dans une période de 10 ans, au moins, un incendie a eu lieu. Dans cet incendie, il met les marnes en érosion, et évidemment que rien ne retient et que tout en va. Donc est-ce qu'on croit que dans les années futures, les bois seront mieux gérés que les années passées? Je crois que non. Dans les années passées, le fleuve inondé à 1200 mètres cubes secondes, il y a des chances qu'aujourd'hui on aille vers 1500 et le fleuve actuel ne peut absorber que 750. Donc voilà une contradiction de société. Alors, quand on sait ça, on va voir la mairie de Nice. On leur dit, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? La mairie de Nice nous répond, il y a le pays du paillon, ne vote pas comme nous. Ils votent communiste là-bas. Et le conseiller général est aussi un gars du PC. Et tant qu'ils voteront comme ça, eh bien, on ne leur donnera pas un sou. Alors je le comprends. On peut comprendre ça. Hein, c'était le Front National, hein, quand même. Enfin, c'était le comment il s'appelait? Péra. C'est Péra qui était au pouvoir quand même. Donc on ne peut pas dire. Donc partager un même territoire, engager des actions solidaires. Moi, j'ai essayé de faire solidaire. Réparer les dysfonctionnements hydrauliques, retenant les terres des restants cultivés d'oliviers. Ça, c'est intéressant. On a fait la carte de tout ce qu'étaient les oliviers avant. Il y en a 1500 hectares.
Si on remettait les restanques en culture, l'eau s'enfoncerait au pied des oliviers et ça retarderait de quelques heures le débordement, et auquel cas on serait gagnant. Alors les gens du haut disent oh, nous, l'eau, on la voit descendre, elle ne nous gêne pas. Donc, oui, mais nous, vous ne pourriez pas la retenir quelques heures de plus, oui, mais vous pouvez nous aider. Alors du coup, cette solidarité nécessaire sur les territoires, tout ça, en réduisant le risque d'incendie, en gérant la forêt évidemment, en réduisant l'érosion par la reforestation, en redonnant au fleuve une partie de son lit emprunté. Vous voyez, je suis malheureux quand même quand je vois ça, que je dis ça, que je suis sûr de moi, et que rien n'est fait. Absolument, voilà, aujourd'hui dans quel état c'est. Voilà les images que je vantais, hein. Oh là là, paysagiste, je relance l'olivier. Voilà la carte de tous les oliviers en marron qui sont abandonnés, donc qui pourraient se faire. On a regardé avec les satellites et tout, hein. Très sérieux ce boulot. Et voilà les forêts et les ripisylves. Alors les ripisylves, elles devraient être nettoyées pour laisser passer le flux, et l'autre devait être géré. Et voilà les fameux reboisements qu'après un incendie, on a comme érosion. Et voilà les ordres, ce que je pensais intelligent, c'est-à-dire quand on est un peu plus haut, on va mettre du dur, quand on est un peu plus bas, on va mettre des serres, et la partie bleue du dessin, ben on va la redonner au fleuve pour essayer qu'il se repose. Vous voyez, si on le resserre, il va vite et il creuse. Si on l'élargit, il perd de la vitesse et il devient cool. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et là, je vous promets que juste en face, le Conseil général vient de faire une route là-dedans. Pourquoi le Conseil général n'est pas rentré dans le débat sur le projet? Parce qu'il n'était pas propriétaire. Alors, l'État n'a pas d'autorité, le Conseil général ne se sent pas là, et les élus ne se sentent pas riches pour pouvoir assumer cette co-responsabilité. De toute façon, c'est la nation française qui nous. Voilà, alors, la première flèche là-haut, c'est le lit de 1840, et voilà le lit actuel. Là, on est de 1 à 3. Hein. Là aussi, on est de 1 à 3. Et voilà ma zone habitée. Alors voilà, je leur ai dit, pour laisser passer, c'est le croquis numéro 2, il faut faire la route en encorbellement. Ou alors détruire les logements. Voilà. Donc, j'ai appris beaucoup hein, dans ce truc. Qu'il ne suffit pas de savoir, qu'il ne suffit pas de faire partager, qu'il ne suffit pas de responsabiliser. Il faut aujourd'hui passer la vitesse au-dessus. Et la vitesse au-dessus, ben, je ne la connais pas, je ne sais pas la traiter, donc je reste avec mes études, je reste dans mon coin, parce que je ne suis pas terroriste. Mais des fois, on se demande si ce n'est pas une pratique. Donc, parce que c'est grave, c'est des vies humaines qui sont en jeu. C'est des drames humains qui se préparent et personne ne m'aide là-dessus. Alors là, je me suis à Belfort. À Belfort, c'est une belle histoire. C'est la limite entre l'Alsace et la Franche-Comté. Et à cette limite, aujourd'hui, géologiquement, c'est des loess, c'est des vents qui nous viennent des plaines d'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est paisible. Et l'OTAN avait installé sur ses projets une piste. Donc, là, la piste, on a un héritage de piste. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une piste? Eh bien, il y a eu un concours. Certains ont dit, ben, on va la détruire. Et avec cette piste, on va faire des granulats. Comme ça, on pourra faire des routes. Je crois que ce gars, il est devenu président national de la Fédération française du paysage. Et moi,
qui disait, ben non, c'est un héritage, et cet héritage aujourd'hui de la piste, ben on va essayer d'y inventer un nouveau chapitre. Il y avait le chapitre autant, maintenant, qu'est-ce que ça va être le chapitre d'aujourd'hui? Alors, quand on est à Belfort, c'est l'eau qui compte. Et je pense que l'eau est un élément important. On avait des anciennes carrières avec une ressource d'1 million de mètres cubes d'eau. On va la monter jusqu'à un bassin dans le haut, et ce bassin va distribuer de l'eau. Pourquoi l'eau est si importante? Parce que entre l'Alsace et la Franche-Comté, l'eau d'un côté s'en va sur le Rhin, l'autre côté ça va sur la Méditerranée. Et donc on est à un lieu de bascule. Et quand on est dans un lieu de bascule, ben aujourd'hui l'eau manque, puisqu'il n'y a pas de retenue. Donc chaque fois qu'on peut retenir de l'eau là-bas, ben on la retient. Donc ça permet aux grenouilles d'être chez elles, et dans tous les restaurants impeccables, j'ai redécouvert les grenouilles par rapport à la Méditerranée. Et donc, puisque l'eau est un élément intéressant, bien on va la stocker, on va la faire couler, et on va faire des bassins tous les 900 mètres. Pourquoi 900 mètres? Parce que les pompiers nous disent, avec mes tuyaux, si vous m'alimentez tous les 900 mètres avec des réservoirs, je ne veux pas vous imposer des tuyaux de 150. Je vais vous imposer des tuyaux de 70. Et ça coûte 5 fois moins cher. Et donc, avec les pompiers, on a mis au point ce système de bassins alimentés là-dedans pour que, aujourd'hui, ces bassins puissent servir en cas d'incendie. Après, on va rabattre tout là-haut et on se met à faire un plan de terrassement pour que l'eau soit la genèse du projet. Alors voilà ce que ça donne quelque temps après, c'est-à-dire on a un parcellaire rural là-dedans, on a notre piste qui organise l'espace et on a nos bâtiments qui viennent se mettre là-dedans. Sur la partie droite, en bas, on a fait le camp départemental des gens du voyage. Au lieu de ranger des avions, ben on range des caravanes. On a fait une plus grande plateforme pour qu'ils puissent mettre leurs chapiteaux. Et c'est un des meilleurs camps de gitans au niveau départemental. Ils se réunissent là à 500, 1000. Ils sont chez eux là. Et à un moment donné, c'est un honneur que de ce département de m'avoir commandé une vraie question qui est comment on accueille les gens qui ont choisi d'être libres et de voyager. Alors, en attendant, il faut gérer. En attendant le projet, bien, on gère avec du maïs, on gère avec des cultures, on gère avec des moutons, et le projet, progressivement, se désemplit de pratiques rurales pour se re-remplir de projets industriels. Alors, quand on est paysagiste, on doit aussi assumer les limites du projet. Certaines limites, on le voit en vert là-haut, je les ai remis en culture pour essayer de faire des transitions avec les champs périphériques, contrat avec les agriculteurs en attendant, dans la partie basse, voilà les gens du voyage qui apparaissent ici, et avec le village là-dedans, quels sont les merlons, puisqu'il a fallu enlever de la terre végétale pour le projet industriel. Cette terre végétale, elle appartient au site, je la remets en scène sur le site, et aujourd'hui j'ai osé installer quelques séquoias de temps en temps, parce que quand on est méditerranéen, on n'a pas trop l'occasion d'en planter là-bas, tandis que là, on peut se régaler. Donc voilà mes merlons qui permettent de hiérarchiser, de définir la ligne droite. Aujourd'hui, voilà, ça pousse, ça commence à venir. Et donc, je suis resté dans un vocabulaire très, très simple de militaire, presque, puisque ce qui compte, c'est comment on vit à l'intérieur de ces usines. Et quand on sort, est-ce que le pays a pensé que nous étions au travail et que nous sortions? Moi, je pense que ces mises en scène est intéressant. Voilà les bassins quand ils sont couverts d'eau. Aujourd'hui, la biodiversité, évidemment, a augmenté. Donc, puisqu'on a apporté une dimension de plus qui était l'eau, on a planté toujours dans un certain ordre. Et voilà les tilleuls sur la piste centrale, puisqu'il ne fallait plus qu'un avion ait envie d'atterrir. Alors, puisque c'était une piste, donc il a fallu l'installer. Et de temps en temps, on a fait des coupures à l'intérieur de ça avec des peupliers, de façon à ce que les deux pistes resservent, et là-dedans. Donc, voilà un projet
qui s'est raconté une nouvelle histoire. On n'a pas tout consommé parce que peut-être que tout ne sera pas rempli comme le plan de masse idéal là-dedans, mais ce n'est pas perdu puisqu'on continue à faire du maïs, on continue à faire des moutons et on continue à faire ça. Donc cette idée de la transition des espaces me semble être une des responsabilités de nos métiers et faire en sorte que les zones n'apparaissent pas vides. Voyez, parce que du vide supporté par rapport au vide mis en scène, c'est toute la différence. Et voilà. Donc je suis revenu quelques années après leur faire un exposé sur la biodiversité. Ils étaient tous contents. Ah oui, Fachard est venu nous aider pour la nuit. Regardez, la nuit, c'est sympa. Et j'ai osé dessiner l'après. Je ne me suis pas cantonné de ça. Et là, c'est la partie basse du projet. Je leur ai laissé un dossier de création pour une extension de la ZAC ailleurs. Ils ne me le demandent pas. Mais je pense que quand on vient sur un terrain, parce que je ne vis pas à Belfort, mais je suis venu, je pense que j'ai trouvé aussi d'autres situations dans la partie basse, et on peut essayer de réserver à 20 ou 30 ou 40 ans. Ça, je suis assez, pas fier, mais assez content qu'à Valbonne, le maire de Valbonne, qui est aujourd'hui sénateur, PS, a 40 ans d'urbanisme devant lui. Parce que j'étais tellement en forme qu'à un moment donné, il a 40 ans devant lui. On a acheté des terrains, on a réservé du foncier, on a un avenir intéressant, et je lui ai construit 40 ans de légitimité politique, puisqu'il peut promettre 20 fois ce qu'il fait. Par rapport aux maires qui n'ont pas de foncier, tout d'un coup, ils sont assez malheureux. En échange de cette bonne relation que j'ai eue avec lui, quand il est arrivé au pouvoir, quand la gauche est arrivée au pouvoir, le maire m'a appelé, il m'a dit, voilà, je suis très content d'être élu, mais vous avez eu un rôle tellement fort précédemment que jamais je vous passerai le contrat. Alors une fois par an, je suis invité à manger sur la place, mais je n'ai pas eu le contrat sur Valbonne quand la gauche est arrivée. Parce que nos métiers, on peut nous craindre. Mais nous craindre pourquoi? Mais parce qu'on est plus transparent, on est plus translucide, on voit loin. Et on voit loin, et le politique, des fois, quand il installe son autorité sur cette vision d'homme public, aujourd'hui, notre métier, il est plus vivant que lui. On est plus fort pour lui que ça. Et donc, du coup, ça peut gêner. Donc, paysagiste, on a des moments de rencontre. Ces moments de rencontre, il faut savoir en profiter pour projeter, il faut savoir léguer. On ne m'a rien demandé en bas, mais je pense que c'est important parce qu'en bas, c'est là où il va y avoir le canal Rhin-Rhône, qui, si un jour se fait, il passera par là, le TGV passera par là, et je pense qu'il est important de léguer des dessins à l'intérieur de ça. Ça me fait penser à un truc sur le projet VICA. J'ai travaillé longuement sur les cimentiers derrière Nice. Le raisonnement qui était le nôtre, c'était de dire, tant que le ciment s'exportera au port de Nice, il n'y aura jamais de restaurant Chico sur le port. Parce que un mauvais tuyau qui se débranche, il y a du ciment dans tout le port de Nice. Ça arrive une fois par an ou 2 fois par an. Donc c'est important. Et l'avenir fera que le port de Nice continuera à avoir des cimentiers qui vont alimenter la Corse, qui n'a pas de cimenterie. Donc pour pouvoir avoir du ciment à Nice, il faut avoir une usine derrière. Derrière, il y en a une, elle est à 7 km à vol d'oiseau de Monaco. Donc j'ai passé 10 ans de ma vie à essayer d'aider le carrier à avoir un avenir dans le calcaire. Il avait repéré une usine, une roche qui faisait à peu près 150 mètres de haut, 250 mètres de haut, oui, sur 500 mètres de large. Donc, on a pris l'idée d'entonnoir et on a dit, si on creuse en creux et si on met un tunnel pour enlever là-dedans, tout d'un coup, cette montagne, elle va se manger par l'intérieur. Et donc, les habitants qui habitent autour ne vont pas voir la montagne puisque ça va se replier sur soi. Donc, le gars, il me dit, mais un tunnel, un puits, aujourd'hui, je lui dis oui, le concassage va se passer en bas, dans le puits, et le tunnel va enlever ça. Ça y est, c'est fait. C'est fait, et l'intérêt qu'a trouvé le carrier, c'est que
il a 200 ans de ressources de calcaire. Alors du coup, on s'est posé comme question, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel est le lieu de mémoire pour 200 ans? Alors on s'est amusé avec le musée d'art moderne de Nice, et on a déposé ces dessins au musée d'art moderne. Je suis catalogué, artiste, un peu dans le land art, parce que dans 200 ans, où retrouver les archives? Et je pense que ces archives, cette intelligence qu'on a essayé de mettre là-dedans, bien sûr on la comprendra, mais je pense que c'est bien que le musée d'art moderne ait joué le jeu après une petite exposition avec Madame Bensa, Marie-Claude, qui était mon assistante là-dedans, et nos archives sont contenues là-dedans. Je trouve que c'est une vraie réponse à nos métiers. Là, c'est un sacré morceau. Donc, je suis paysagiste conseil de l'État en 1994. Je prends le poste de la Gironde. En Gironde, je suis du sud-ouest, donc l'eau de l'Ariège et les limons vont se déposer au Médoc. Donc, je suis un peu au Médoc, je suis chez moi. J'ai un peu d'Ariège là-dedans. Bordeaux est une ville qui s'inscrit. Francis Cuillet a beaucoup aidé là-dedans. Et Francis Cuillet aime les paysagistes, aime travailler avec eux, et il nous a donné une attitude de projet. Donc c'est quoi faire projet? C'est de ne pas faire un atlas des paysages comme les autres, c'est-à-dire comment est le paysage aujourd'hui, mais on a fait, et c'est Bertrand Folliat qui avait gagné cette consultation, un plan de gestion de l'avenir des territoires. Je trouve que dit comme ça, c'est plus vivant et plus dynamique, puisque ça ne se suffit pas de regarder que là il y a un arbre et là il y a un canal, mais ça permet d'amorcer ce que sera demain un projet dynamique. Cet atlas a été zoomé sur Bordeaux et a permis en quelques années de faire des SCOT, des PLUI, de faire des documents d'urbanisme, parce que nous avions une matière première impeccable. À l'époque, j'ai dû répondre à la question du directeur régional de l'équipement, qui était le patron à Bordeaux. Il me dit combien d'études de paysage se font dans le département. En 1995, on a rassemblé toutes les études et on en a trouvé 400. 400 études de paysage de nos métiers. Comment 400 études de paysage, est-ce qu'elles servent le même débat, le même discours, la même idéologie, la même posture? Réponse non, puisqu'on a trouvé des communes où il y avait des entrées de ville, on a trouvé des communes où il y avait des remembrements, et on a trouvé des communes où il y avait des ZAC. Et 3 paysagistes travaillaient là-dedans. Est-ce que 3 paysagistes disent la même chose? Non. Est-ce qu'elles servent le même débat? Non. Est-ce qu'elles contredisent l'idée que le paysage peut être élément fédérateur? Oui. Donc, à un moment donné, il a fallu réapprendre à travailler du global vers le détail, de façon à ce que se servir au fur et à mesure des projets. Alors, ailleurs, les plans de paysage, c'est plutôt du remplissage d'atlas, ça ne sert pas à grand-chose. À Bordeaux, ça a permis de construire ce qu'est Bordeaux aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai lieu d'expérimentation où on pose les questions dans le bon sens, puisqu'on ne recule pas du global jusqu'à ce détail, on essaie progressivement d'enrichir le débat pour aller le construire dans le raffinement et dans la pertinence. Moi, je continue à suivre les concours et les consultations qu'il y a sur Bordeaux. Ça représente en France l'endroit, après Nantes en son temps, où il se passe des choses et où nos métiers peuvent encore être accueillis. Puisque je n'étais plus paysagiste conseil de l'État et que j'étais parti en Guyane, je pouvais répondre à des consultations. Linda était ma concurrente à l'époque, donc je peux lui présenter ce que j'ai essayé de faire. Donc la situation était là. Bordeaux, les quais, Bordeaux, les contre-quais, qu'on rajoute des vignes, et en gros, les Jalles, Jacques, vous travaillez avec Linda dans les Jalles en haut et en bas, et moi j'ai pris la responsabilité en face.
Donc, en face, c'est 11 km, c'est un héritage de la rivière, de la Garonne, et comment on additionne les projets pour faire projet. Et voilà, c'est ça la question. Donc, je passe par une maquette, parce que je pense que les élus, quand vous avez 4 élus, si on ne vous leur donne pas un morceau commun, eh bien, les élus, ils continueront à regarder leur histoire. Mais si 4 communes sont mises bout à bout, là on commence à pouvoir parler. Elle est grande, hein, et du coup, ça paraît assez sympa. La revoilà un peu habillée. Bon, ça, c'est une stagiaire chinoise qui s'est régalée au bureau de reposer tout ça. Ils savent très très bien faire ça. Quand on regarde le photo aérienne, quand on regarde les cartes, on ne lit rien, puisque tout ça. Quand on va dans la photo de détail, on voit quelques clairières, on voit quelques sentes, quelques chemins, et il me semble que ce vocabulaire dans la clairière et de la sente peut être l'élément qui va être fédérateur à l'intérieur de ça. Donc, à un moment donné, voilà le croquis du concours. Je veux dire, on va faire une sente qui va rejoindre les clairières. Après, on va retravailler qu'est-ce que va être la clairière, qu'est-ce que va être la sente, et comment, grâce à ce fil, on va additionner les projets. Donc, ce concours, il était simple à comprendre. Le tram arrivait et permettait de brancher directement ces clairières sur l'armature des mouvements sur Bordeaux, et tout d'un coup, Bordeaux s'enrichissait de ce projet. Après, on a commencé à nuancer ces clairières. On s'est dit que la nuit, être en ces lieux, ben, c'était quand même quelque chose. Donc du coup, l'idée du belvédère est arrivée. L'idée de la relation avec la ville basse est arrivée. Et donc ces belvédères, on en a repéré 7 ou 8 ou 10. Et on s'est dit, c'est quoi la sente qui commence? Alors, les étudiants, il y en a certains ici, savent que je travaille sur des dimensions, 4 mètres pour une dent, parce que je suis allé mesurer la Villa d'Est, je suis allé mesurer des parcs, je teste des chiffres, 4 mètres. Et quand on additionne 4 mètres 4 fois, eh bien, ça fait 16 mètres. Et 16 mètres, c'est 8 mètres, c'est 4 mètres. Donc le principe que j'ai défendu, c'est au minimum 4 mètres, et chaque fois que l'on peut rajouter des épaisseurs, mais on va travailler dans l'épaisseur et dans la diversité. Et je crois qu'à un moment donné, cette multiplication des choses est intéressante. Après, il faut des thèmes, parce que monsieur le maire, il dit, mais pourquoi moi, j'existe? Quelle est votre façon? Ben alors pourquoi monsieur le maire, le parc historique, ça vous va, le jardin des Floralies, ça vous va? Et progressivement, chaque parc existant avait son thème, et ces thèmes se déclinaient, et le jardin de l'Observatoire, le jardin du ciel, je leur racontais que c'était le ciel et la terre qui s'étaient rencontrés, qui avaient fait des traces. Alors ça, madame le maire, député maire de Florac, était ravie de cette idée, elle trouvait ça très bien. Le jardin des sources, il y en avait 5, parce que le jardinier disait, le jardin c'est les sources, donc c'est autour des sources qu'on fera le jardin. Chacun en avait pour sa mesure. Alors, on passe à qu'est-ce qu'il faut acquérir pour avoir ce projet. 75 hectares, il y en avait 450 là-dedans, donc ce n'est pas énorme, ça fait un projet, c'est limité, et j'ai repéré tout ça. Et comment on l'inscrit dans les projets, ça se fait. Voilà, je mettais le projet des vignes, le projet Corajou là, et c'est vrai que ça paraissait important. Alors, maintenant, être en projet, c'est se faire une idée de si c'est moi qui le fais, je sais, avec mon humilité apparente, travailler. Et il y a des concours. Ce concours, ça a été le premier, là, ça a été le parc... comment? L'Ermitage, voilà. Et le parc de... Merde, ah oui, je suis là. Pardon, je voulais reculer. Le parc de l'Ermitage est parti en concours. Et il y a une escalade de détails, de trucs. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas à rentrer dans un réseau. L'humilité n'est pas la caractéristique de paysagiste en compétition. Et du coup, il est venu
chargé la mule que c'est pas possible, que j'ai jamais pu oser y mettre les pieds, tellement je m'y retrouve pas dans cet acte généreux qui voulait dire ce qui compte, c'est 12 kilomètres. C'est ça qui est important. C'est pas qu'on t'y fasse un belvédère en bleu, en blanc ou en rouge. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il y a... Alors, du coup, puisque le projet n'était pas assez ambitieux, il y a eu des nouvelles consultations, et à un moment donné, moi, j'ai perdu le fil et j'ai arrêté. Moi, j'ai pas honte de ma posture. Je pensais que c'est comme ça qu'il fallait faire ça. Il y aurait eu des paysagistes dits respectueux de la pensée de l'autre. Je pense on pourrait arriver à ça, mais rien ne dit que ça ne reviendra pas dans une certaine rigueur, puisque dépenser des sous, c'est quoi dépenser des sous? C'est essayer de servir le projet collectif. Et il me semble que ce qui compte, c'est que cette communauté qui habite en rive droite existe avec cette communauté de Bordeaux qui habite en rive gauche. Voilà, donc un peu déçu, mais après tout, il suffit de ne pas aller trop souvent à Bordeaux pour ne pas être déçu. Voilà, il s'y passe des choses. Et on avait soutenu, on avait subventionné avec le bruit du frigo, des promenades sur 2 jours. C'était en 2002. Donc c'était l'amorce des GR13, des tas de trucs comme ça. Parce que je pense que c'est important que tout en chacun découvre les choses, se balade dans la ville. Et quand vous êtes avec vos godasses et que vous marchez, vous n'avez pas besoin d'un confort. Vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin de découvertes. Et aujourd'hui, le site est attrait, puisqu'on traverse le cimetière à un moment donné, dans mon fil. Donc, à un moment donné, ce qui compte, c'est que le cimetière est un centre d'intérêt pareil. Un dernier projet, qui est le plus récent, hein, 2012, qui est sur Salon de Provence. Salon de Provence, j'y vais parce que nommé Marguerite Alain, de son prénom, vient de réussir les quais, pas les quais, les bords de fleuves, les bords de village, pardon, ici, là en haut, et un maire assez sympa. Donc, on est retenu, pas de ce mandat, mais 4 ans avant le mandat précédent. Donc, ça veut dire 6 et 4, 10, il y a 10 ans. Et au bout de 11 ans, on n'a rien fait. Du coup, la question que l'on se pose, c'est à quoi sert de faire venir des paysagistes si 11 ans après, on n'a toujours rien fait? Ah ben, ce n'est pas une priorité. Vous dites, monsieur le maire, que l'emploi n'est pas une priorité. Oui, c'est exactement ça. Par contre, la priorité, c'est de repasser. Et donc le premier travail, ça a été de repeindre la vieille ZAC pour lui donner un look. Et comme ça suffit pour la réélection, du coup, il s'est installé là-dedans. Et maintenant, il relance le projet parce qu'il y a une réélection pour promettre un peu plus de détails. Donc là, c'est des projets récents. Je me dis, mais pourquoi on me fait venir? Puisque le côté dessin, le côté projet, pourvu qu'il y ait du vert et du jaune, ça suffit pour faire projet. Donc, nous voilà en train d'avoir une ambition. Alain fait la place Morgan. Il y a un chemin, le village est là, donc je leur fais une maquette du village, de Touville. Et ils me disent, mais pourquoi vous faites une maquette puisque vous travaillez dans le sud? Mais je lui dis, je ne vais pas aujourd'hui travailler dans un projet sud si je ne sais pas où est la gare, espace multimodal écoquartier, où je ne sais pas où sont vos investissements et comment on passe d'un endroit à un autre d'une manière généreuse. Donc, je leur propose une structure végétale qui permet, toujours pareil, je prends 1/3 du terrain, je ne le touche pas. Quand on sera plus intelligent, on continuera à brancher ça, puisque j'en ai fait une posture amusante, hein, où je le répète chaque fois, et je vais me brancher à l'intérieur de ça sur un terrain. Ça, il me dit, de quel droit vous dites que ce terrain ne doit pas être construit, puisque vous allez me faire payer plus cher le truc? Je lui dis, le droit d'être que vous m'ayez choisi. Donc, bras de fer, j'ai gagné, comme avait le maire de Vence, mais il faut quand même oser se mettre en balance pour défendre l'intérêt collectif. Parce que les gens ont une vue à court terme. Donc, quand on voit
ce projet en armature, vous voyez, on voit la descente et on voit la relation, enfin moi je le vois là, on voit la relation avec la place et avec la ville qui est en train de s'amorcer. Donc on m'a reproché ce rectangle qui ne coûte rien, puisqu'on ne va pas l'urbaniser. On va densifier l'avantage sur un côté, mais c'est l'amorce d'une direction vers le centre-ville. Attendez, oui, dans ce sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai compris de l'architecture? Qu'il faut être plein sud. À partir de là, vous êtes brillant. Si vous êtes plein sud, vous avez tous les avantages. Que l'ouest, en milieu méditerranéen, c'est la pire des choses. Donc pas de bâtiment façade ouest. Là, il n'y en a pas un. Deuxième chose, l'eau. Hein? Dans l'eau, le canal de Craponne, 11e siècle, nous amène l'eau sur la droite du terrain. On va faire un bassin. Et on va avoir de l'eau comme à Belfort, en quantité. Cette eau, pour qu'elle soit fraîche, on fait des jets d'eau. Et on a accepté que tous les bâtiments auraient un sprinkler sur le toit et arroseraient la nuit. Et ça, c'est un vrai combat qu'on a mené. C'est-à-dire, on arrose sur le toit, puisque à Cuba, on sait le faire, puisque dans les pays chauds, en Guyane, on sait le faire, pourquoi on ne le ferait pas là? Donc ça veut dire que tous les soirs, entre 1h et 3h du matin, il va pleuvoir là-dedans. Ça veut dire que des sprinklers, je peux les mettre à 75 mètres, avec des grosses gouttes d'eau, certes, mais ça va me donner une ambiance. Avec 9 sprinklers, je vais irriguer tout ça. Et le matin, quand vous allez arriver à votre bureau, vous aurez la terre qui sentira bon, parce que vous serez dans un pays de crocs, un pays de terre qui sent bon. Et je suis fils paysan, et je trouve que l'odeur de la terre, il n'y a rien de plus extraordinaire. Donc, il faut convaincre nos clients que, en tant que paysagiste, on est légitime pour avoir ce mode d'occupation de l'espace. Donc, on met des distances entre bâtiments, on met des distances là-dedans, on fait des croquis. Le niveau du sol, il faut le réélever pour pouvoir remettre les voitures en dessous. Tout ça, les principes de porosité, de tout ça, je suis en train de les défendre. Défendre en disant, voilà, c'est un parking qu'on a fait au Pio, ça, où les platanes m'aident à faire ça. Ça coûte pas cher, un platane. Je ne crains pas la maladie si on ne le blesse pas. Et aujourd'hui, on peut faire des parkings comme ça. Et j'ai amené les élus de Salon voir toutes les références sur Sofia. Et comme ils ont dit que c'était vrai, ils m'ont légitimé là-dedans. Donc moi, je crois beaucoup au voyage, je crois beaucoup à recevoir les concepteurs et les maîtres de l'ouvrage pour essayer de créer avec eux des relations de confiance, parce qu'il faut la confiance pour dire oui à tout ça. Donc, la nappe horizontale est forte, puisque depuis les bureaux, on n'aura pas le reflet des bagnoles, parce que le reflet des bagnoles, ça vous crée des réverbérations. On s'amuse avec ces distances à faire des lots, des bâtiments, après. Évidemment que le D, D et E, c'est des volumes, et l'architecte le fera comme il voudra à l'intérieur de ça, mais il aura un cadre à l'intérieur de ça. Je pense qu'il y aura 2 cœurs de projet. Le cœur du projet du quotidien, où il y aura la pépinière d'entreprise, le restaurant, puisque le restaurant, c'est en verre tendre, c'est des arbres qui existaient avant. Donc, aujourd'hui, on se met sous les platanes, et c'est là qu'on aura envie de manger à midi. À côté, on met la centre de formation, et le cœur commercial sera plutôt autour du rond-point, et on essaie de l'assumer. Alors, bien sûr qu'on se déplace, on utilise les énergies renouvelables et les matériaux. Ça, on va construire les panneaux photovoltaïques, là où il y a écrit panneaux photovoltaïques. Ça va être un village d'entreprise. Donc ça marche bien. Sur Sofia, on en a fait. C'est Comte et Wollenweider qui ont gagné un jeune prix de la première œuvre d'architecture. C'est-à-dire, on essaie de retrouver les artisans dans des clos. Et dans ces clos, aujourd'hui, ils ont une communauté de services qui fait que le matin, ils s'invitent pour le café, ils bossent,
ils mutualisent les comptables, ils ont un esprit commun. Et je trouve qu'à l'intérieur de ce clos, il en faudrait dans chaque ville. On a commencé un et on va en mettre un au sud, un au nord et un à l'ouest. Comme ça, les gars viennent embaucher le matin et après dispatchent. Et on sait après recycler ça. Il ne faut pas dépasser 1200 € le mètre carré sans aucun équipement. Et avec des techniques de terre crue, on peut y arriver. Donc ça, c'est parti pour des villages d'entreprise. Bon, donc ça c'est en cours et j'espère que mon Grand Pré restera après, que mes bassins continueront et que ce moment de nature ne sera pas effacé par le bâtiment, mais par la présence soit des platanes, soit de la prairie, soit des bâtiments qui dialoguent à une certaine hauteur, on soit en Provence et on ne soit pas dans la banalité des endroits surchauffés. Pour le moment, le projet a le soutien de tout le monde. Par contre, est-ce qu'il y a urgence pour le faire? Non. Pourquoi? Je ne sais pas répondre à cette question. Et le maire, je crois, il ne sait pas répondre. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, après ces déceptions, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, peut-être que la commande publique n'est pas ceux qui vont nous permettre de travailler et de faire du projet. Alors, j'ai essayé privé. Donc, j'ai essayé privé 2 projets. Un, je suis propriétaire de 450 hectares d'un seul tenant derrière Fréjus, pas rien ça, hein. Et l'autre, je suis propriétaire de 350 hectares entre Grasse et Fayence. Messieurs, est-ce qu'on peut travailler avec vous? Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ces gars. Donc le site, c'est la tache jaune, là, au nord de Fréjus, entre Draguignan et la Côte d'Azur. Le terrain, une immense forêt. Le croquis de gauche, Saint-Paul-en-Forêt, c'est où il y a la tache jaune. C'est un village où M. Charles Pasqua et le maire ont acheté les terrains et construit, personnellement. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Le maire a fait 6 mandats, il a 85 ans aujourd'hui, il ne se représente plus. Et il a dit, je reste dans le poste parce que vous avez encore des droits à bâtir, et tous les droits à bâtir, il faut les consommer parce qu'avec le plus, je ne sais pas ce qui se passera. Donc on est bien là, dans la partie Côte d'Azur, où il y a une entente entre élus et hommes de l'art, c'est-à-dire promoteurs immobiliers, tout ça, pour transformer un terrain qui a une valeur forestière en un terrain urbanisable. À partir de là, on a un territoire comme ça. C'est-à-dire un bourg, là-haut, et des maisons, en veux-tu, en voilà. Ces maisons, en veux-tu, en voilà, 34, 74, 85, 94, 2008. Donc, la première des choses, je me dis, est-ce qu'il reste encore des terrains à construire? Est-ce que la commune a un avenir si elle veut se restructurer? Je regarde tous les terrains, donc stagiaires, boum, à vélo, on regarde. Effectivement, j'en trouve une centaine, des terrains qui sont libres. Sur ces terrains libres, est-ce que les gens sont vendeurs? Je vais taper à la porte, je vais essayer de comprendre. Non, c'est mon jardin à côté. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il reste une vingtaine de maisons. Est-ce qu'on peut construire au nord? Non, parce qu'il y a des dénivelés, hein, c'est comme des doigts d'une main, avec le village qui est au centre, c'est exactement ça, doigt d'une main, le village est là, et on ne peut pas aller dans le creux, on ne peut pas aller plus loin parce que les incendies arrivent par le nord-ouest, et donc le village ne peut pas s'étendre. On n'y peut s'étendre qu'à contresens, c'est-à-dire vers l'endroit où sont les propriétaires. Donc ces terrains libres, parcelles en friche, en réalité, ils ne le sont pas, et moi je leur dis, il y a des endroits où cette communauté de maisons les unes à côté de l'autre, est-ce qu'elles ont un terrain commun? Non. Donc il faut que le projet de greffe puisse
améliorer l'espace à l'intérieur de ces doigts. Et donc, à la jonction de ces doigts, j'ai imaginé ces tâches foncières mobilisées pour permettre de transformer ces maisons en hameaux. Alors, du coup, le maire me suit à l'intérieur de ça. Puisque le maire me suit, je vais voir le conseiller général. Le conseiller général me suit. Puisque je vais avoir le président de la communauté de communes du pays qui suit. Donc, je monte progressivement le niveau de l'ambition au fur et à mesure des hiérarchies. Je suis toujours payé par le privé qui tient le foncier d'à côté, et il est venu me chercher parce que précédemment, je l'avais boycotté sur un projet de golf. Je lui ai dit, moi, le golf, ça ne m'intéresse pas et tout ça. Et du coup, ça l'avait amusé. Et du coup, il m'a dit, cette fois-ci, c'est pas pour faire un golf. Alors du coup, ça m'a amusé. Voilà, aujourd'hui, l'armature paysagère, le parc NDTC qui est en dessous des doigts, et les doigts avec ces lieux, espaces publics à créer avec appui de transport en commun. Je vois les habitants, je crois qu'il y a une maquette qui va suivre, non pas là. Donc le projet c'est ça, on va essayer de construire les vallons et les buttes, et on va essayer de conquérir des territoires dans des clairières habitées pour essayer que Saint-Paul-en-Forêt, on ait l'impression d'être dans des forêts. Donc vers les buttes, limite d'extension, et je fais ces doubles maquettes, sans maire, et les habitants, je viens les voir. Donc, et leur dit, je vais ouvrir des clairières à l'intérieur de la forêt. Est-ce que vous trouvez que c'est possible d'habiter à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est une extension du village? Les gens ils disent, wow, nous, on ne sait pas si aujourd'hui la forêt est maintenue, on est banco. D'accord. Les endroits où vous habitez, est-ce que vous êtes prêts à construire votre terrain? Construire le terrain, non, parce qu'on n'a pas l'opportunité. Est-ce que vous êtes prêts à échanger du terrain? Oui. Alors à partir de là, ça devient intéressant. Je vous dis, je vous donne exactement la même parcelle chez moi, mais 2 fois plus constructible. Ça ne coûte rien de faire le promoteur, 2 fois plus. Et le mec est ravi, parce que j'échange une parcelle avec une maison pour une parcelle avec 2 maisons. Donc ils sont gagnants. Donc du coup, je peux, moi privé, travailler comme ça, parce que j'invente un produit. Donc aujourd'hui, le village, non là c'est pas ce bon croquis, le village se fait, et aujourd'hui le lotissement qui est en haut, d'abord le lotissement qui est le plus près du village, on va le construire, et c'est là que les écologues et les lotissements droits en haut et alors à côté de la tache rouge seront les lotissements qui seront donnés en échange au privé, qui auront abandonné le foncier pour faire le projet où il y a écrit 1, 2 et 3. Donc, je peux ouvrir le village, je peux mettre en réseau ces hameaux, je peux construire là-dedans, tout ça parce que le promoteur peut négocier du foncier en échange de pouvoir construire ces programmes. Et je trouve que quand les privés sont porteurs de projets qui permettent au débat public de s'inventer une légitimité, un niveau d'ambition, mon maire de 84 ans, il est content parce qu'il a le projet de l'avenir qui est dessiné sur ses côtés, et moi, parce que j'ai un maître de l'ouvrage qui est un peu plus au fait des questions de notre époque que ça. Alors là, le terrain, il appartient à M. Dietmar Hopp. C'est la 3e fortune allemande qui a gagné sa vie en étant employé chez IBM et en quittant IBM et en inventant un programme d'informatique pour gestion de comptable. Ce programme, il est mondialement connu, je sais plus, la SAP, et cette SAP, aujourd'hui, ce mec, comme il est riche, ben, il a envie de partager avec d'autres des trucs. Donc il s'est installé une grande maison avec des golfs, et il fait venir d'autres personnes à vivre ensemble avec lui. Donc ça, c'est la phase 1. Moi, j'ai dit, ça, c'est votre histoire. Celle-là, c'est l'histoire de l'ouverture. Et à partir de là, il me laisse faire. Mode de financement, j'ai besoin de 100 000 € pour travailler. Tant qu'il y a 100 000 €, je les consomme. Quand j'en aurai pas, je rouvre 100 000 € et on commence. C'est quand même agréable de travailler comme ça. On ne vous demande pas si vous avez planté des arbres l'an dernier ou pas. Donc, il me semble que mode de commande qui permet de travailler en confiance avec les clients permet aujourd'hui d'inventer
des projets que je crois aussi pertinents que celui de Salon, parce que je suis le même et que je sais travailler à peu près dans les mêmes logiques. La route existante, je la garde, j'en fais une à côté pour faire à Sofia, pour ne pas dégager les habitudes, parce que je ne veux pas transformer ces gens de Saint-Paul-en-Forêt en nouveaux riches. Je veux aujourd'hui qu'ils se repèrent à l'intérieur de ça. Le transport en commun traverse sous le projet, permet de relier avec voitures électriques directement le parti opposé. Alors, quand ce parti, un parti bas s'est arrêté, en dessous de l'axe de déplacement, il y a 2 taches grises. Ça, c'est les élus des communes de Fayence et des communes de Tourette-sur-le-Château, qui sont venus résoudre le projet, en disant « nous aussi, nous aimerions participer à ça ». Et donc, du coup, aujourd'hui, le programme, c'est de créer 1500 emplois à l'intérieur de ça, puisque 3000 personnes quittent ces endroits et vont à Sofia Antipolis tous les jours. Si la SAP, il a une boîte de 800 personnes, s'il la rapatrie sur Sofia, aujourd'hui, il y a 800 personnes déjà. Si la SAP est là, il y a bien 800 personnes qui viendront. Je lui dis, c'est un peu dégueulasse de venir avec la SAP on dépossède de Sofia pour enrichir. Ça ne sert à rien. Il me dit, OK, on va faire des centres de recherche. Et donc, les chercheurs qui n'ont pas la même logique de déplacement avec Sofia, avec la maison mère, peuvent y venir qu'une fois par semaine, le vendredi, le jeudi après-midi, en passant en dehors des circulations, et rester chez eux, dans des endroits où ils habitent pas loin, où ils vont à vélo, où ils viennent à cheval. Là, pendant la concertation devant la maquette, j'ai été amusé par une infirmière qui a quitté Paris et pour venir faire ses courses à cheval. Et donc elle me dit, si je continue à pouvoir aller chez mes clients à cheval, votre projet est bon. On a testé par où elle passait, effectivement c'était bon. C'était bon pourquoi? Parce que vous voyez des trous à l'intérieur de ça, dans ce projet. Mais pourquoi faire des trous? Mais des trous, c'est, pendant que moi je projette comme ça, les écologues, ils projettent pour que rien ne bouge. Le gars, comme ces projets il y a eu, il est légitime depuis 11 ans sur le terrain. Donc, pendant 11 ans de recherche, il a trouvé toutes les plantes qui protègent le projet. Et donc, un bras de fer s'amorce avec lui en disant, c'est quoi la place de l'homme dans ce processus? Il me dit, moins l'homme est présent, mieux je me porte. Dans ce débat sur l'écologie, aujourd'hui, je l'ai pris à bras le corps. J'ai pris mon prof d'écologie qui a fait l'intérim à Marseille et on se met à débattre à haut niveau. C'est-à-dire, à un écologue, il faut toujours venir avec un écologue. Il faut toujours en avoir 2 et peut-être 3. Parce que si vous en avez 3, ils sont sûrs qu'ils ne sont pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de vérité qui apparaît. Mais quand il est seul, c'est une catastrophe, puisque sa parole devient évangile. Et à partir de là, ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui, il y a une biodiversité, aujourd'hui, il y a une richesse. Je crois que je suis sensible à ça. Je vais composer des parcs, 75 hectares de parc, parce qu'au bilan, c'est ça qui m'intéresse, c'est faire le parc. Hein. Le reste, c'est pour enjoliver le parc. Donc, ce parc, aujourd'hui, je vais pouvoir le composer, puisque j'ai mis le projet en équilibre financier et qu'on pourra dégager de quoi faire un laboratoire avec le lien du Rayol et du Conservatoire du Littoral comme lieu d'expérimentation de la gestion méditerranéenne dans un recul de territoire et non pas le front de mer. Je crois qu'à un moment donné, c'est ça qui me paraît important. Pour le bâti, je prends des exemples de communs Hudson, puisque à un moment donné, dans le projet du Haut, les animaux doivent pouvoir traverser et passer d'un coin à un autre. Aujourd'hui, là, j'avais un barrage à l'intérieur de ça. J'ai passé des bandes, comme je vous le dis, à l'école de 35 mètres pour que les animaux puissent passer à l'intérieur de ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est mur. Je ne fais pas de mur bâti. Je permets à tous de franchir les choses, puisque je dois être perméable dans un milieu, puisque c'est le milieu qui se nourrit de la mobilité. Et à moi de ne pas fermer cette mobilité. Alors, la grande critique de ce projet, c'est « mais tu n'appliques pas la densité qu'il faudrait ». Alors moi, je réponds à ça, une carte de densité. Voilà les densités où on fait une maison tous les
2 maisons à l'hectare, 5000 mètres carrés en périphérie. Évidemment que ça, c'est les derniers atouts de l'équipe Pasqua Le Maire pour essayer de vendre des terrains à des riches. Et quand on est riche, on prend 5000 mètres carrés. Et comme ça, on peut installer le petit royaume. Donc ça, à gauche, c'est fait. Et moi, je fais à droite. Donc, je fais des densités au minimum 10, au mieux, au plus lâche 10, et au mieux 15 maisons à l'hectare. On me dit nanana, et aujourd'hui, et comment la densité de la densité. Alors, moi je dis, je ne fais pas je fais 2 fois plus dense que ceux que je trouve à côté, ou au moins équivalent. Ça, c'est la première étape. Je ne fais pas aussi large, je fais 2 fois plus dense. Mais je mets en réserve des territoires pour pouvoir redensifier après. Et alors, ce qui sont ceux-là? Pardon, c'est des territoires qui sont à côté. Au sud, j'en ai un. Au sud, j'en ai un. À l'ouest, j'en ai aussi. Donc, c'est des territoires qui sont potentiels. Et dans 20, 30, 40 ans, on les trouvera pour pouvoir additionner les projets. En attendant, je vais les gérer en terres de culture. On va se faire le blé, on va se faire le vin, on va se faire les amandes, on va se faire les vignes. On va créer une communauté de partage autour de ces valeurs, puisque j'ai de la surface et que cette surface, elle est en forêt, mais la clairière est un truc qui est plus intéressant. Voilà les densités qui correspondent à ça. Évidemment qu'on est en Méditerranée. En Méditerranée, je cherche mon cœur de projet. Qu'est-ce que c'est qui est plus noble qu'un clocher, qui est plus noble que tout ce que vous voulez, c'est le partage de l'eau. Du coup, je me fais un barrage sur la rivière Le Réran, et ce barrage va peser 350 000 mètres cubes d'eau. Je vois les élus de Fréjus savoir si on peut construire un barrage. Ils me répondent oui, puisque vous allez réguler le cours du Réran, le Réran étant celui qui avait tout explosé à Fréjus à l'époque. Donc, ce Réran aujourd'hui, je monte 80 000 mètres cubes d'eau et j'en fais un bassin qui correspond au clocher. Ce bassin aujourd'hui, qui me fait 4 hectares, 11 000 mètres carrés celui-là, aujourd'hui, je le traiterai en bassin de baignade et je vais offrir en été la baignade dans l'eau douce, là-dedans. Je pourrai recycler l'eau en bas et je vais avoir un circuit de réserve d'eau. Cette réserve d'eau, on aura une autonomie d'eau sur le projet et on aura une autonomie d'énergie, vous allez voir. Après, l'écologue me dit, où il y a écrit 60 000 mètres cubes d'eau, il y a des Carpinus betulus, des charmes. De la dernière glaciation, il y a 18 000 ans. Et ces charmes, ils sont restés peinards. Ils se sont habitués au fait d'être irrigués qu'en période humide, et le reste du temps, ils restent au sec. Si par ma station d'épuration, qui n'existait pas, je l'humidifie tout le temps, bah, du coup, mon charme, bah, il va remettre les racines en surface, il va changer, ils vont tous disparaître. Donc je me dois, au titre là, de biodiversité, de ne relâcher dans le milieu que de l'eau que quand il pleut. Parce que la quantité près, là-dedans. Donc les premières pluies, juste après, je peux lâcher. Donc je dois retenir au moins 60 000 mètres cubes d'eau chargée. Donc à partir de cette eau chargée, comment je m'en sers dans le projet, comment je me sers des 80 000 mètres cubes d'eau que j'ai dans mon bassin, et comment je me sers, non là il y a une faute, des 400 000 à 60 000 mètres cubes que j'ai en bas. Donc en jouant sur les 3 bassins, avec des ingénieurs, on est en train de calculer, de pouvoir retenir cette eau. Alors une fois que je retiens cette eau, on l'a pas, si... Pardon, hein. Il faut la traiter eau usée. Donc, on la traite, on la stocke, et une fois et l'eau, toute l'eau attends, ça va venir.
Toute l'eau ménagère, l'eau grise comme on appelle, elle, je la retraite localement dans les jardins filtrants. Il y a Thierry Jacquet dans la salle, c'est lui qui m'a persuadé de ça. Je ne traite que les 40 litres d'eau par famille qui sont des lots vannes. Et c'est elle qui me fait cette quantité. Donc je peux stocker l'eau. Une fois, pour ne pas sentir, je fais un lagunage et à partir de là, je consacre un jardin d'eau à l'intérieur de ça. Une fois que j'ai ça, il y a un gars qui est venu me voir et il me dit, mais l'eau, ça permet aussi de transporter. Et transporter quoi? Eh bien, les déchets ménagers. Alors il me dit, il est installé à Sofia, c'est un ancien ingénieur des mines qui est persuadé de cette... Donc je me fais un réseau d'eau chargée qui va avec des réservoirs que je vais faire, vous avez vu, en situation haute, et il me promet de pouvoir aspirer les déchets que j'ai dans chaque compacteur, dans chaque maison, pour pouvoir trier à l'usine d'eau traitée tous les déchets. Donc ça veut dire nos poubelles, ça veut dire recyclage de tous les matériaux, recyclage de tout ce qui est matériaux ensilage, là, déchets ménagers, et donc je vais pouvoir reconstituer de l'humus pour mes jardins. Voilà les taches jaunes apparaissent là, c'est mes réserves de bâti pour les années qui viennent, qui vont me permettre à un moment donné de pouvoir construire des zones agricoles et peut-être installer dans la partie sud, la plus au sud, un centre d'énergie solaire, des panneaux qui regarderaient une tige et qui pourraient faire du solaire. On va l'expérimenter ça aussi. Voilà le projet dans son contexte. Et ce projet aujourd'hui est inscrit dans le POS, est inscrit dans le SCOT, permet à la commune de travailler. Et voilà, il faut attendre, il faut avancer. Mais je trouve que la qualité de la commande que j'ai eue me permet de m'inscrire dans un mouvement là-dedans. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de faire ce grand jardin de 75 hectares, parce que je le crois, de technologie contemporaine, je vais avoir des problèmes de jardin filtrant, je vais avoir des problèmes... on l'a étendu, le jardin filtrant, juste là-haut. Je vais pouvoir travailler avec le conservatoire pour enrichir la nature, puisque j'ai 5 vallons, et je crois que la différence, je vais essayer d'alimenter les vallons avec la ressource d'eau d'une manière différente. Et c'est la qualité d'eau de chaque vallon qui va faire projet. Quand il y a de l'eau en permanence dans le vallon, aujourd'hui, il y aura un type de nature, et si j'ai de l'eau que jamais, à un moment donné, je vais interdire, eh bien, j'aurai plutôt des moments de Californie et de Mexique qui vont venir, même sous climat méditerranéen, s'enrichir naturellement là-dedans. Donc je vais installer ce projet pour gérer avec le robinet qui s'appelle la quantité d'eau que je peux déverser dans un lieu. Le voilà dans son site. L'autre projet s'appelle Péménade. Et c'est Druet. Alors Druet, c'est un architecte qui... ce dernier, qui a fait le Palais des Congrès à Cannes, que je rencontre, et il me dit ouais, je ne sais pas quoi faire de ce terrain. Je dis c'est pourtant dommage, et vas-y le voir. Alors moi je lui propose à l'époque de mettre tout en blé dur. Ça fait rire tout le monde, et c'est Jean Mus qui a été retenu parce que lui il a promu des jardins. Et 10 ans après, ben, rien ne s'est fait, et donc ils sont revenus à la case départ en disant peut-être que vous aviez raison. Et qu'est-ce que c'est avoir raison dans ce métier? J'ai traité un projet en bas, où il y a écrit Parc agricole de la basse vallée de la Siane. C'est une commande que le maire de Cannes nous avait posée, c'est-à-dire, après la baie de Cannes, que vous voyez en bleu, est-ce que cet arc courbe, là, vous ne pouvez pas recréer une baie jardinée sur fond de colline? Le maire a une intuition. Et il me dit, ce projet, il peut avoir 300-400 hectares. Je dis, oh,
Et aujourd'hui, c'est lui qui avait raison. Il a une intuition, c'est un homme de communication, c'est un grand communicant. Quand il est venu à Cannes, il a montré son chiffre en banque, sa fortune, 350 millions d'euros. Et donc on lui a dit, oh, bah, celui-là, il ne va pas essayer de piquer dans la caisse, puisque du fric, il en a en pagaille. Et ce maire de Cannes, il me dit, voilà, j'ai besoin de vous pour essayer de construire ça. Donc on a passé un an à essayer de lui aider ça, et ça, on a gagné 250 hectares de terrain fertile. Les 35 hectares qu'il y a en deçà de cette ligne tendue, là, c'est double rangée de peupliers, là, 6 hectares quand même, 6 kilomètres, ça va être sympa. On construit derrière, et derrière, on y construit ce qu'on trouve illégitime dans la plaine. Et c'est pour ça que les chefs étoilés, vous voyez, on les a renseignés, ont besoin de légumes qui n'ont pas plus de 3-4 heures. Parce que c'est là que le goût est intéressant. Nous avons 39 chefs étoilés sur la Côte d'Azur. Donc aujourd'hui, c'est ça qui produit pour eux. Et donc aujourd'hui, le prix de ces mecs, mais c'est pas de... Ils s'en foutent du fric. Ils veulent le produit. Ils veulent la fleur de courgette, 2 heures. Parce qu'après, elle devient âcre. Et tout comme ça. Donc, c'est vrai que c'est la Côte d'Azur, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire ailleurs, mais quand on est là, ben autant le faire. Alors voilà le lieu. On a la vue mer, on a des endroits. J'essaie de le comprendre. Je vois le mitage d'à côté, et il est au cœur du projet de la Grande Prairie. J'essaie de voir la géologie. Alors, la carte géologique, elle est magnifique. Il y a un pli dans ce sens, dans le bas, et après, il y a eu les préalpes, des Alpes qui se sont relevées et qui sont venues comme ça. Donc, c'est un lieu d'articulation, et on le voit avec ces traînées de couleurs que j'ai repris dans le croquis à gauche. Voilà aujourd'hui. Et je regarde le géologue, il me dit c'est là qu'il faut construire, parce que c'est là que c'est dur, c'est là que c'est bien. Devant, c'est un sol acide avec des chênes de liège, avec des pêchers qu'il y avait avant et tout ça. Derrière, c'est le domaine des oliviers. Et je mets le projet en articulation entre les deux. Donc, à partir de là, je vérifie par une maquette que c'est bien là-dessus que je veux m'installer. Et cette maquette me permet de montrer, on a compté les points à peu près, il y a autant de points que de maisons. Et nous, on va essayer de tirer ce lieu et d'essayer d'interrompre ce fameux mitage qui ne rentre pas. Le propriété, c'est la parcelle verte. Hein, tout ce qui est vert, c'est de propriété de Grand-Geneuve. Alors voilà ce qu'est le projet, c'est-à-dire on va construire une ligne avec une certaine densité. Derrière, on va le travailler en olivier, et devant, on va mettre en culture pour les chefs étoilés, ça. Donc chaque chef étoilé va me donner un apprenti légumier. Dans cet apprenti légumier va pouvoir l'un cultiver des tomates que je veux, l'autre des courgettes que je veux, de façon à multiplier la richesse de la Côte d'Azur en termes de ça. J'avais commencé sur les plantes à parfum, puisque Chanel 5 a besoin du jasmin de Grasse et de tout ça. Les gens du parfum n'ont même pas besoin de nous. Ils ont tellement de fric qu'à un moment donné, ils peuvent ce qu'ils veulent. Tandis que les chefs étoilés, ils ont des comptables, et les comptables les amènent à essayer de mesurer la dépense. Donc les chefs étoilés, c'est les meilleurs. Et voilà les tâches sombres, et c'est les terrains qu'on possède. On va remettre en culture les terrains un peu plus clairs que nous avons, et ce projet va faire ça. Pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait transport en commun. Pour qu'il y ait transport en commun, il faut qu'il y ait ligne. Et on a retrouvé la ligne ancienne Nice-Mérargues, qui aujourd'hui est abandonnée. Le SCOT porte une ambition sur cette ligne, et à un moment donné, cette ligne va redevenir une façon de pénétrer. Donc, le paysagiste que je suis se prend 30 mètres pour tracer des belles terrasses. J'ose citer le nôtre, parce qu'à un moment donné, le projet... Ça va faire 2 km sur 30 mètres de large. Ça va mettre à distance cette zone de culture, et ça va mettre à distance le bâti, puisque c'est des thèmes que j'aime bien manipuler. Et c'est là que l'on va faire, avec l'école des mines, des réservoirs d'eau. On va créer de l'énergie, on aura un bassin haut et un bassin bas, un bassin haut et un bassin bas. Le bassin haut, il m'intéresse pour les taches jaunes, puisque je mets en culture et j'ai besoin de ces quantités d'eau.
Et dans les fonds du vallon, on va stocker de l'eau pour pouvoir la turbiner et créer de l'énergie en des pointes où je n'en ai pas. Le reste, on le fera avec du solaire. Donc je prends ce que Sébastien Marot sait bien dire, suburbaniser le territoire de projet, préparer l'accueil des projets d'économie sociale et solidaire. Donc je crois que là, depuis Valbonne, c'est ce que Sébastien Marot sait si bien dire, c'est comment on prépare l'arrivée des projets, comment aujourd'hui on crée cette maison commune qui facilite les échanges. Et voilà. Dernier truc sur les déchets. Donc, je suis paysagiste conseil de l'État en Seine-et-Marne. La question a été qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Les quais de Seine en ont pris 8 millions de mètres cubes quand même. Hein. Et ça ne s'est pas construit là-dedans. C'est tout artificiel. C'est que des déchets, ces fameux quais. Les buttes Chaumont, Jacques en a parlé tout à l'heure. Ça a été ça, c'est aujourd'hui ça. C'était un lieu ouvert de lumière, c'est un lieu fermé, figé. Donc le débat que Jacques pose tout à l'heure, c'est est-ce qu'on ne devrait pas rajeunir cette forêt? Est-ce qu'on devrait attendre les incendies pour rajeunir cette forêt? Qu'est-ce qu'est cette société qui ne sait pas aujourd'hui redonner une chance à un milieu? Je suis un peu plus critique sur la Courneuve, qui a été un tas de 14 millions de mètres cubes, mais ça existe, 13 millions, pardon. Et aujourd'hui, nous devons gérer 14 millions de mètres cubes chaque année sur la région parisienne. Je suis dans le département qui, par facilité, reçoit 80% de ces 14 millions de mètres cubes. Au paysagiste conseil, on dit jusqu'où je peux aller pour être à la hauteur du paysage. Mais je lui dis nulle part, puisque le paysage n'a pas besoin de ça. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire une balafre intelligente, artistique? Oui, non. On ne peut que supporter une balafre. Ben oui, mais alors, supporter, c'est quoi? Donc, à un moment donné, je prends cet exemple. Ça, c'est du côté de Brie-Comte-Robert. C'est un endroit en dehors de tout. Et cet endroit Brie-Comte-Robert, le paysagiste fait une maquette. Et moi, je dis, ben voilà, l'extension, au lieu d'avoir un bloc, vous aurez plusieurs blocs. Donc, puisque ce lieu existe, on va le finir. Donc, vous aurez un peu plus de diversité. Là, j'appelle l'école. Et à l'école, je leur dis, ben, il faudrait prendre ce travail de que faire de nos déblais en question. Donc, moi, je regarde, voilà la carte de la région parisienne, j'ai un bloc 7 millions de mètres cubes, on vient d'en rajouter 4, ici 1 million, ici 800 000, tout ça, ça ne fait rien. Je me suis posé comme question, mais comment pouvons-nous traiter, à qui revient la responsabilité de faire en sorte que les déchets, ce soit une chance et non pas un malheur? Alors j'ai fini avec les conseillers régionaux. Je leur ai dit, est-ce que vous acceptez que 100 km actuellement, on prend un camion, on le déplace 100 km, c'est une règle? Ben non, il vaudrait mieux 30. Un projet d'aménagement imaginé, attendu, validé par les riverains, c'est-à-dire faire en sorte que les communautés responsables attendent un projet. Qu'est-ce que c'est un projet porté? Dans les opérations d'intérêt national, est-ce que l'État n'a pas autorité? Si, comment aujourd'hui l'État peut dire, et si vous disposez d'un volume de déchets inertes, sauriez-vous composer un projet avec? Je vois des vignes sur Saclay, il me dit, oh ben non, moi au contraire, je voudrais t'en donner. Je dis, attends, je pense que tu ne peux pas faire des projets égoïstes, tu dois faire des projets solidaires. Il y a bien cette ville qui se fait sur la ville, et pour pouvoir construire, il faut démolir et reconstruire. Et ces démolitions, c'est ça. Oui, on peut traiter. D'accord, on peut traiter. Une fois qu'on a traité les 4 millions, il reste quand même 10 millions de mètres cubes qui ne sont pas traitables et qu'il faut stocker. Et les étudiants nous disent, c'est des ressources pour demain. Alors je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire stocker? Donc je continue là-dedans,
Et je propose au Conseil régional ce plan. C'est-à-dire, trouvons ces 16 sites majeurs qui seront d'une centaine d'hectares et trouvons à l'intérieur de chaque réseau des sites de 10 à 50 hectares qui pourraient faire projet. Donc faisons un appel à projet à la communauté pour faire ça. Alors je regarde si mon schéma a du sens. En vert, le PA a autorité. En orange, l'OIN a autorité. Donc il y a quand même, malgré ce qu'on dit entre le Grand Paris et tout ça, assez d'autorité d'État pour que cette question puisse être posée à qui de droit. Ah merde. Ah ben alors, ben voilà, j'arrête là. Donc, la suite de ce travail, c'est le PREDEC, le plan régional d'élimination des déchets inertes, qui est en train de s'emparer de cette question. Alors, est-ce que c'est gagné? Peut-être pas. Est-ce que c'est gagnable? Peut-être. Notre métier s'arrête à un moment donné quand on pose les bonnes questions. Je crois que la question a été posée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le relayer. Nous avons demandé aux étudiants de travailler là-dessus. Ils ont pris une boucle de Seine à Cher et ils ont dit le terrain est pollué. Si on confinait la pollution et si on mettait 10 millions de mètres cubes, nous pourrions accueillir 45 millions de mètres cubes. Voilà que c'est bon ça. Un autre, c'est 10 millions de mètres cubes. Il me semble qu'il existe dans la région parisienne des sites qui ont été martyrisés, qui ont été pollués, qui ont été salis, pour qui le déchet pourrait être une nouvelle chance. Si cette nouvelle chance a lieu, ben on pourra se tenir droit, sinon on continuera à subir. Question, le département de la Seine-et-Marne, le Conseil général, a décidé un statu quo de 3 ans pour aucune autorisation admise, ce qui fait le grand plaisir de ECT, qui est le grand big boss, parce que lui, il a 20 ans d'avance. Donc, plus personne ne pourra concurrencer ECT, et c'est au plus grand plaisir de tout le monde que les prix monteront par 2 pour déposer un matériau. Je vous donne les chiffres. Chaque fois qu'on dépose un matériau, ils vont payer 50-60 euros. Il y a bien 5 ou 6 euros de delta qui peuvent servir à quelque chose. Multiplié par 10 millions, c'est 60 millions d'euros. Je comprends qu'à Marseille, cette même question ait pu amener quelques amis de frères en prison. Donc, aujourd'hui, notre job de paysagiste, c'est de dénoncer ça. Moi, je l'ai dénoncé, j'ai trouvé les arguments. Après, chacun son job. Voilà. On reste là.